Pour cette dernière vidéo, nous allons voir un certain nombre de difficultés liées à la tolérance aux fautes parce que les pièges sont très nombreux. On peut faire une mauvaise analyse de la situation et des fautes possibles, donc ne pas avoir prévu tous les cas, et laisser passer des fautes sans réaction, par exemple parce que le mur de votre centrale nucléaire est trop bas par rapport au risque de la hauteur des tsunamis que vous pourriez avoir dans la région. Vous pouvez avoir des réactions inappropriées dues à des hypothèses mal formulées. Le remède va encore aggraver le problème. Par exemple, toujours avec des centrales nucléaires, de ne pas couper le réacteur quand vous avez un souci à Tchernobyl. Et puis la mise en œuvre incorrecte de la redondance, qui est en fait le fait d'avoir sélectionné des éléments. Donc on a un faux sentiment de sécurité parce qu'on a plusieurs circuits que l'on pense indépendants et en fait on a mal analysé les fautes et en fait ils ont une faute commune qui pourrait arriver exactement en même temps et qui du coup élimine tous les bénéfices de la redondance. On va voir ça avec quelques exemples aéronautiques. Alors premier exemple, c'est la navette Challenger qui a explosé le 28 janvier 1986. Pourquoi elle a explosé? Parce que les joints des boosters, les boosters, c'est les petits accélérateurs qui sont sur le côté du gros réservoir d'hydrogène qui est orange. Et vous avez deux petites fusées à poudre qu'on appelle les boosters en blanc. Et la fusée à poudre, elle est assemblée comme un Lego. Et entre ces Legos, vous avez des joints. Et en fait, un de ces joints s'est percé pile en direction du réservoir d'hydrogène et la navette a explosé. Alors pourquoi c'est arrivé? En fait, un problème, c'est une mauvaise analyse des fautes possibles. En fait, ils n'avaient pas prévu le froid. Et il ne fait jamais froid en Floride. Ça n'arrive jamais. C'est inutile de tester les joints quand il fait 0 degré, puisqu'il ne fait jamais 0 degré. Mais hélas, ce jour-là, le décollage était prévu au petit matin et la météo prévoit du gel. Il va faire des températures négatives. Et donc là, panique. Est-ce que les joints des boosters, dont les ingénieurs de la NASA étaient parfaitement conscients que c'était un des points faibles, vont tenir? Ils ont identifié la faute possible et il va falloir résoudre le problème dans la nuit parce que le timing est très serré sous la pression du public. En effet, dans ce vol-là de la navette Challenger, il y avait une jeune institutrice qui était la première citoyenne de l'espace. Donc c'était une astronaute non professionnelle que l'on allait emmener pour faire son vol. Et donc cette retransmission était retransmise dans toutes les écoles primaires des États-Unis. Et donc la décision à prendre dans la nuit, c'est est-ce qu'on arrête ou pas le vol? Et donc on ne pourra pas faire des nouveaux tests, on ne pourra pas vérifier les joints, il va falloir décider avec ce qu'on a. Et donc qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien ils avaient des données des vols, des données des tests des joints. Et donc ils ont extrapolé les mesures, puisqu'ils n'ont pas fait de vrais tests pour savoir si les joints se comportaient bien quand ils faisaient 0. Donc ils extrapolent les mesures pour voir et pour essayer de deviner. Mais en fait, le problème, c'est qu'en fait, les données étaient déjà préfiltrées parce qu'il y avait un certain nombre de données lors des échecs qui avaient été enlevés. Et du coup, le nombre d'échecs par rapport au nombre de réussites n'était pas en fait la véritable quantité. Et du coup, ils ont fait une interprétation comme quoi la fusée avait moins d'1,5% de chance de réussir, alors qu'avec les données complètes, la chance était plutôt de l'ordre de 50% d'explosion. Et ils ont autorisé la navette à décoller. Donc, si vous voulez, détail de l'analyse statistique qui a été faite par les ingénieurs et qui aurait dû être faite par les ingénieurs de la NASA, vous pouvez suivre le MOOC de Fun sur la recherche reproductible, parce que c'est un de leurs exemples. Un très très bon MOOC, le meilleur cours que vous aurez jamais eu de votre vie.
Notre exemple aérospatial, c'est le rover Pathfinder. Alors Pathfinder, il a réussi à se poser avec succès sur Mars, mais au bout de quelques heures, les gens ont fini par se rendre à l'évidence, il marchait pas très bien. Qu'est-ce qui se passait? En fait, on a une tâche de très faible priorité qui, de temps en temps, attrapait l'antenne. Bah oui, le but d'un rover, c'est de discuter avec la Terre. Et donc, pour discuter avec la Terre, il faut émettre. Et pour émettre, il faut prendre l'antenne. Et donc, il y avait une tâche de pas très priorité très faible qui, de temps en temps, prenait l'antenne pour papoter. Et puis, elle était préemptée, parce qu'on a des priorités sur le rover, il y a des priorités absolues. Et donc, s'il y a une tâche plus prioritaire qui arrive, et ben, elle préempte la tâche moins prioritaire. Et donc, la tâche moins prioritaire, de faible priorité, était préemptée par des tâches de priorité moyenne qui travaillaient, elles aussi, sur le rover. Et puis, soudain, de temps en temps, vous avez des tâches de priorité haute qui arrivent. Et donc, la tâche de priorité haute, elle préempte les tâches de priorité moyenne. Et puis, la tâche de priorité haute, ce qu'elle veut, c'est l'antenne. Et donc, bah, l'antenne, elle est occupée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? La tâche de haute priorité se suspend et elle active un délai de garde en disant bah, je me suspends, je vais laisser les gens travailler et puis ils vont me rendre l'antenne. C'est ce qu'ils font toujours. Et donc, elle se bloque en attendant l'antenne. Et en fait, le délai de garde expire parce que les tâches qu'elle a laissées travailler, eh ben, c'est des tâches de priorité moyenne qui ne laissent pas la tâche de faible priorité s'exécuter. Donc c'est cette inversion de priorité, une tâche de très haute priorité qui est bloquée par une tâche de très faible priorité, on appelle ça une inversion de priorité. Et c'est lié au fait qu'on a vu des priorités absolues. Si la tâche de très faible priorité avait eu le loisir de s'exécuter un peu de temps en temps, ce problème ne serait pas arrivé. Donc à la fin de l'expiration du let guard, bah, la tâche de plus haute priorité se rend à l'évidence, elle ne va pas avoir l'antenne. Et c'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle fait comme toujours en informatique, elle reboot la machine. L'inconvénient, c'est que la durée du reboot, c'est 20 minutes et que l'occurrence de la panne, c'est toutes les 2 heures. Donc toutes les 2 heures, vous perdez 20 minutes de travail et les enregistrements qui ont été faits juste avant la panne. Le rover, sa durée initiale prévue, c'était de l'ordre de 15 jours. Il va vivre beaucoup plus longtemps, mais quand même. Donc perdre 20 minutes toutes les 2 heures, c'était inacceptable. Alors ils avaient bien vu le test, le bug pendant les tests, mais en fait il arrivait très très rarement. Donc, et puis ils n'avaient pas le temps de le corriger, ils n'ont pas eu le temps de le trouver à l'époque. Là par contre ils l'ont vraiment cherché, tout de suite, rapidement, en y mettant les moyens, et quelqu'un a fini par le trouver. Donc une fois qu'on a trouvé le bug, bah, qu'est-ce qu'on fait? On corrige le programme, hein. Il suffit de recompiler et de reflasher le firmware du rover sur Mars. Alors il y a tout ce qu'il faut pour le flasher, c'est une politique assez courante, parce qu'il arrive qu'on ait besoin de changer les programmes des engins qu'on envoie à l'autre bout de notre système solaire. Et donc on a ce qu'il faut pour le flasher, mais si on essaye de flasher, le vrai risque c'est de briquer le rover et de le rendre inutilisable. Et si vous le rendez inutilisable, vous ne pouvez pas venir avec une clé USB et le brancher à nouveau, parce qu'il est sur Mars, c'est loin Mars. Mais ils ont quand même pris le risque, donc ils ont patché le bug à la volée. Et ça a fonctionné. Alors il y a un autre rover qui s'appelle Spirit, qui a eu un problème assez similaire, avec une condition de course dans l'accès des données dans la mémoire. Mais elle n'arrivait quasiment jamais. Quasiment jamais, c'est le premier échec est arrivé au bout de 131 jours sur Mars. Un seul, c'est un jour martien. C'est l'unité par rapport à une planète, c'est le temps qu'il faut pour avoir une journée. Et donc, c'est à peu près le même pour Mars. Et donc, au bout de 131 jours martiens, le robot a rebooté. Bon, bah, s'il reboot 20 minutes toutes les 131 jours, c'est pas très grave. Et donc, les ingénieurs de la NASA ont choisi, là, pour ce cas-là, de dire qu'on va rien faire. Ça s'appelle l'algorithme de l'autruche. On ne fait rien et on continue à vivre sa vie. Puis c'est pas grave, le rover va rebooter de temps en temps.
Et puis c'est tout. Alors un autre contre-exemple célèbre de ce qu'il ne faut pas faire, c'est le premier vol de Ariane 5. Donc en 96, nouvelle génération de la fusée Ariane 5, le premier vol de la nouvelle génération. Il va falloir faire décoller la fusée. Et en fait, la fusée explose au bout de 40 secondes. Alors, en fait, l'enquête est intéressante parce que c'est un bug informatique. Et c'était une erreur de conception dans le logiciel de commande. Et donc on a un problème de tolérance aux fautes dans un système distribué à l'intérieur d'une fusée. Exactement ce qu'il nous faut pour ce cours. Alors, si vous voulez le rapport d'enquête complet, il existe sur le web. Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En très 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 simplifié, encore plus simplifié que ce qu'il y a dans le cours de Sacha Krakowiak. En fait, Ariane 5, elle est un peu plus puissante que Ariane 4. Donc elle monte plus vite, et du coup, elle se penche plus vite, et donc elle tourne plus vite, et donc elle commence à avoir des accélérations horizontales qui sont beaucoup plus rapides, qui arrivent beaucoup plus tôt que dans Ariane 4. En fait, la vitesse horizontale, l'accélération horizontale est 5 fois plus grande dans Ariane 5 que dans Ariane 4. Et du coup, il y a une variable qui comptait les accélérations horizontales qui débordent dans Ariane 5. Et cette variable, elle est dans la centrale inertielle de secours de Ariane 5. Et du coup, la centrale inertielle, elle dit, oula, il y a une variable qui déborde, c'est un problème. Et donc, elle se déconnecte au bout de 36 secondes de vol. 72 millisecondes plus tard, la centrale inertielle principale, qui est la copie exacte de l'autre centrale inertielle, déborde aussi. Et du coup, elle se met, elle aussi, en arrêt. Le système essaye de basculer le contrôle vers la centrale de secours. Ah oui, mais la centrale de secours, elle est déjà arrêtée. Donc, le système envoie un diagnostic d'erreur sur le bus de communication. Et là, le calculateur de vol, qui lit le bus de communication, croit lire un diagnostic de bascule des tuyères pour corriger la trajectoire. Et il doit basculer les tuyères au maximum, à 20 degrés. Du coup, vous commencez à la fusée commence à tourner, il y a des tuyères qui commencent à se détacher, euh, elle part en dérapage. Le système d'autodestruction de la fusée se dit que ce serait quand même bien d'éviter de détruire un ou deux villages à côté, et déclenche l'autodestruction. Et la fusée explose. On a des cas où ça s'est moins bien passé. Par exemple, sur une des premières fusées chinoises, il y a quelques années, elle est retombée sur le village d'à côté. Alors, pourquoi le convertisseur a-t-il reçu une valeur trop grande? Comme je l'ai dit, euh, en fait, cette entrée, à quoi servait cette entrée, cette vitesse de déplacement horizontal? Eh ben, elle servait au calibrage des instruments avant le décollage d'Ariane 4. Parce que recalibrer les instruments, ça prenait au moins 40 minutes. Donc, il fallait un système qui vous permette de repartir, même si le système était décalé de le décollage était décalé de quelques secondes. Donc, typiquement, ce système-là était maintenu pour permettre de recalibrer dans Ariane 4 les instruments jusqu'à 40 secondes après la date prévue du décollage. Donc vous pouvez reprendre facilement sur Ariane 4 le compte à rebours dans la limite des 40 secondes. Vous pouvez arrêter et reprendre le compte à rebours si on voulait. Ça a servi une fois dans Ariane 4, mais c'était complètement inutile dans Ariane 5. Donc, comme je l'ai dit, la vitesse de déplacement horizontal, la trajectoire d'Ariane 5 était différente, et donc son accélération horizontale était différente et beaucoup plus élevée. Et donc, elle a dépassé les capacités du convertisseur, qui codait ça sur 8 bits. La valeur typique de Ariane 4, c'était 64, et la valeur de Ariane 5, c'est 300 au bout de 40 secondes. 300, c'est plus grand que 256, ce que vous arrivez à coder sur 8 bits.
Donc une fois qu'il déborde, alors ce code était écrit dans un langage très sûr qui s'appelle Ada. Ada, c'est un langage, c'est beaucoup mieux que C et C++, c'est très difficile de faire des erreurs parce que chaque fois qu'une erreur se produit, vous allez pouvoir enregistrer un traitement d'exception, comme en Java, pour ceux qui ont déjà programmé en Java, qui va pouvoir récupérer l'erreur. Et donc, vous avez des traitements d'exception pour les débordements des variables. Sauf que c'était pas prévu que la variable déborde. Donc, personne n'a écrit d'exception. Et donc, il n'y avait pas de réponse au problème. Et c'est juste le dispositif standard de traitement des exceptions qui s'est activé. Et le dispositif standard, tout ce qu'il a fait, c'est de déclarer la capacité du processeur à fonctionner. Et donc le processeur ne fonctionnant plus, la centrale est hors service. Elle se met en arrêt pour faire une panne franche et éviter d'envoyer des mauvais résultats. Euh, L'idée sous-jacente, c'était qu'en fait, si on a une panne, c'est forcément la faute du matériel. C'est pas la faute du logiciel. Et donc, il vaut mieux arrêter le matériel tout de suite, comme ça il ne provoquera pas d'erreur et on laisse le matériel de redondance continuer à fonctionner. En fait, la panne, elle était logicielle. Et comme c'est le même logiciel qui tournait sur les deux matériels, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Et la centrale de secours s'est retrouvée en service, comme la centrale active. Et donc, il n'y avait plus de centrales. Ces deux centrales qui ne servaient à rien dans Ariane 5 étaient toutes les deux en panne avant les 40 secondes, au bout de 36 secondes. Et donc, les deux centrales tombent en panne. Mais cela n'avait pas été prévu non plus. C'est juste pas possible. Ça doit jamais arriver. Donc, comme ça n'arrive jamais, ce n'est pas traité. Et comme ce n'est pas traité, en fait, le diagnostic d'erreur a été envoyé sur le bus de données. Donc, dans les erreurs de conception importantes côté informatique, ce qui n'aurait pas dû arriver. En fait, ce dispositif était totalement inutile, donc il n'aurait jamais dû être là et être maintenu dans un système critique. Si vous le maintenez, il aurait fallu regarder si ces conditions initiales pour lesquelles il avait été validé étaient toujours vraies. Et en fait, elles ne l'étaient pas. Et les gens en étaient conscients. Mais en fait, comme tout fonctionnait, ça a été jugé inutile de retester la chaîne complète. C'était à la fois, c'était jugé inutile parce que c'était long, ça allait prendre quelques semaines, et puis ça allait coûteux, ça allait coûter 800 000 francs à l'époque, quelques centaines de milliers d'euros. Bon, en pratique, on s'est retrouvé à dépenser des centaines de millions d'euros et à perdre une année dans le développement d'Ariane, mais bon, c'est une économie mal placée. Alors, donc les hypothèses de défaillance étaient fausses. On n'avait pas prévu le dépassement de capacité du convertisseur. Les hypothèses de base de la redondance étaient incorrectement formulées, puisque du coup, le code étant identique sur les deux centrales, on a eu exactement le même problème, puisque les erreurs logicielles n'étaient pas indépendantes. Enfin, comme les erreurs étaient censées ne pas se produire, c'était pas prévu de réagir correctement. En fait, ça aurait été aussi possible de faire ça. Parce qu'en fait, une fois qu'on décide qu'on met hors service un élément, il est hors service, donc il ne reprend pas. On n'était peut-être pas obligé de le mettre hors service. Un autre point, c'est qu'une fois qu'on le met hors service, jamais, jamais, au grand jamais, il n'aurait dû envoyer des données sur le bus de données qui peut être lu par d'autres systèmes. Si on n'a pas prévu ça, si on n'a pas prévu que les autres systèmes ne soient pas surpris par des messages d'erreur, alors on va avoir des gros soucis. Il aurait beaucoup mieux valu d'envoyer des données raisonnables. Par exemple, on renvoyait la dernière valeur donnée ou envoyer des choses qu'on aurait tirées par une simple extrapolation linéaire. Ça aurait été moins pire. Ça se serait très bien passé. Quelques secondes plus tard, ces centrales linéaires C, de toute façon, se coupaient et ne servaient plus à rien.
Donc, je vais m'arrêter là et je vais donc répondre à toutes vos questions pendant les séances de réponse aux questions liées au cours.